Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dictionnaire politique. Le calendrier est fixé, les Congolais sont appelés aux urnes en mars 2026 pour élire leur prochain président. Entre préparatifs techniques, reconfiguration de l'opposition et défis médiatiques, ce scrutin s'annonce déterminant. Pour en débattre, nous recevons ce soir le docteur Blanc-Constant Ebarapéa, politologue, Guy Benoît de Victor, journaliste chroniqueur, Victoire Foutimolaka, conseiller municipal d'Imfondo. Messieurs, bienvenue. Merci, Madame Abdallah. Merci. Docteur Blanc-Constant Ebarapéa, le calendrier est déjà officiel. Le dépôt des candidatures du 29 janvier au 12 février, ouverture de la campagne le 28 février et le vote le 12 pour la force militaire et le 15 pour les civils. Quel premier diagnostic portez-vous sur l'organisation de ce scrutin, docteur? Merci de m'avoir associé à cette émission. J'ai saisi l'occasion pour adresser mes salutations fraternelles et patriotiques, non seulement à mes copanélistes ici sur ce plateau, mais aussi à des millions de téléspectateurs de Téléka Média, de nos compatriotes à travers le monde. Alors, le calendrier électoral est déjà annoncé, oui. J'ai donc l'impression que les élections se suivent et se ressemblent, que ce soit dans son volet organisationnel, puisque nous venons de commencer le processus électoral, qui a commencé d'ailleurs avant la fixation de la date du différents scrutins, parce que le processus électoral commence avec l'inscription sur la liste électorale. Et nous voyons que c'est pratiquement le même scénario. On refait des révisions des listes électorales et puis on annonce la tenue des élections. En réalité, ça ne change pas grand-chose jusqu'ici. Bien, les candidatures ont été annoncées par ici, par là. On voit les nouvelles figures qui émergent, comme le Vivien Manango, le docteur Vivien Manango, comme les Gavé et autres, qui ont déjà annoncé leur candidature. Bien, le PCT a annoncé la candidature de son champion. Bien entendu, il n'a pas encore confirmé, mais sauf opération du Saint-Esprit, je ne vois pas comment le président ou bien le candidat du PCT pourra décliner cette offre qui lui est faite par son parti. Donc, pas grand-chose, c'est du déjà vu. On va se diriger vers une élection qui sera toujours organisée par les mêmes acteurs qui ont organisé les élections qui ont organisé les élections de 2021, à l'exception de M. Ivundu qui n'est plus là. Donc, attendons de voir. Le calendrier est connu. C'est pratiquement le même rituel qui va se produire en 2021 du point de vue organisationnel. Donc, le processus électoral jusqu'ici, ça ressemble à ce qui s'est passé l'année dernière. Merci bien, docteur Victoire Foutimolaka. En tant qu'élu local, ressentez-vous sur le terrain une bonne appropriation de ces étapes par les populations ou notez-vous encore des ombres d'ombre et des incompréhensions sur le terrain? Bon, on ne peut pas parler des zones parce que le processus électoral est encadré par la norme juridique. Vous avez trois phases dans le processus électoral. Vous avez la phase préélection, qui est la phase organisationnelle, où on procède généralement par l'inscription et la réinscription des citoyens sur les listes électorales. Et vous avez la phase scrutin, qui est déjà fixé par l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Et vous avez la phase post-électorale liée à la publication des résultats ainsi que aux contentieux électoraux. Donc, le processus électoral reste le même du point de vue juridique. Maintenant, en ce qui concerne la communication, encore l'implication de la population, cela relève souvent de la mission des partis politiques, mais également des institutions telles que la CNEI, qui est la Commission nationale électorale indépendante, qui est censée communiquer sur le processus électoral, parce qu'en 2025, nous avons suivi tous ici comment il y a eu la révision des listes, la révision extraordinaire des listes électorales.
d'ici peu, il y a déjà une délégation dans les différents départements pour procéder à la distribution des cartes électorales. Donc, le processus électoral est en train de suivre son cours. Dommage que jusqu'à ce jour, nous constatons toujours des imperfections dans l'organisation de ce processus électoral que nous allons développer tout à l'heure au cours de l'émission. Merci bien, conseiller Guy Benoît de Victor. Vous avez entendu ces analyses en tant qu'observateur averti. Partagez-vous ce sentiment de relative fluidité dans l'organisation ou identifiez-vous des points de blocage? Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Salut à mes co-panélistes et puis à tous les téléspectateurs de Téléca Média, les internautes qui nous suivent. Et évidemment, en tant qu'observateur, nous savons déjà que la sauce se prépare. Les cuisiniers sont à la tâche, puisque tout le processus a été enclenché. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'engouement. Depuis le début, je constate qu'il n'y a pas d'engouement. Les populations, les citoyens, les électeurs, ils n'ont pas manifesté l'engouement pour s'inscrire ou se réinscrire. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un constat de journaliste. Je constate qu'il n'y a pas d'engouement. Et c'est ça qui risque de ne pas donner du goût à l'élection qui arrive. Vous parlez du manque d'engouement, Guy Benoît de Victor, je reste avec vous, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui explique? C'est le manque de confiance. La population n'a plus confiance aux hommes politiques. Les acteurs politiques n'inspirent plus confiance. Et les organisateurs des élections aussi n'inspirent pas confiance. Et le peuple pense que les dés sont déjà jetés et ça serait la même chose. Vous voyez? Ça serait la même chose. Parce que je vais vous dire que c'est depuis 2002 qu'il y a eu l'inscription des citoyens aux listes électorales. Le reste, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, après 2002, c'est la révision. Et ces révisions-là cachent quoi? C'est jamais. Comprenez pourquoi on n'organise pas un recensement normal pour élaguer les vieilles listes de toutes les vices qu'il y en avait. Parce que l'organisation de 2002, tous ces acteurs qui deviennent opposants là, étaient dedans et ils savent la sauce qu'ils avaient placée, qu'ils avaient préparée ensemble. Je parle en tant qu'observateur parce que j'écoute, j'observe les réactions des uns et des autres. Pourquoi les acteurs politiques demandent que on refonte la loi, demandent qu'il y ait la biométrie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur ces listes-là, il y a des choses qu'il fallait nettoyer. Mais Guy Benoît, le Congo a eu à faire le recensement de la population. Est-ce qu'à travers ce nouveau recensement, on pourrait pas appliquer cela sur des listes électorales? La question est posée à vous tous. Justice question. Mais c'est ça. On pouvait essayer de ce recensement général-là, le corps électoral. Parce que dans le recensement général, il y a tout le monde. Mais on a fait ceux qui ont déjà l'âge de voter pour en faire le corps électoral. C'est ceux-là qui devraient. Maintenant, si on laisse ce recensement, on va seulement dans la révision. C'est là où il y a problème. Ça, c'est la vision de l'observateur. Et moi, je crois que le manque d'engouement, c'est parce que les acteurs politiques d'ailleurs, hein, je constate sur moi qu'il manque aussi de volonté politique pour aller aux élections. Hein, ça manque, la volonté politique manque, parce que ça manque aussi de stratégie. Je me pardonne de faire cette remarque-là, ça manque de stratégie, parce que les élections ne se préparent pas à la veille. Il y a toujours, pour des acteurs politiques qui sont avertis, qui veulent bien concourir à l'expression du suffrage, il y a des préalables avant. Parce que là, nous sommes déjà dans le processus, là. Nous sommes déjà dans le processus. Donc, pendant que les autres sont déjà presque en pré-campagne, vous voyez, les autres, suivez mon regard. Ils sont déjà presque en pré-campagne. Mais il y en a encore qui se demandent s'ils peuvent être candidats ou ils ne seront pas candidats. Vous voyez? Bon, il y en a encore en doute, même si dit moi je suis candidat, on dit, il est accompagnateur. Bon, quand on fait comme ça, à la fin, vous allez vous rendre compte que cette élection risque de ne pas
à atteindre le but escompté. Monsieur le conseiller, Guy Benoît parle ici de la question de la révision des listes électorales qui causerait problème. Est-ce que vous partagez l'avis de Guy Benoît de Victor? Bon, du point de vue technique, du point de vue juridique, la révision, voire le recensement des citoyens sur la liste électorale ne pose aucun problème. Parce que cela est réglementé dans notre loi électorale, plus précisément l'article 7 de la loi électorale. Où, lorsque vous lisez cet article, on vous dit que le recensement, voire la révision des listes électorales est permanente au niveau, au niveau des arrondissements, au niveau des communautés. C'est écrit noir sur blanc dans le papier. Mais maintenant, le ministre de l'Intérieur a la possibilité de, par le biais d'un arrêté ministériel, d'organiser les révisions des listes électorales. Ça fait une exception. En réalité, c'est pas un principe, la révision extraordinaire telle que nous avons l'habitude de le constater. Mais parce que la loi est claire. La loi dit que la révision est permanente. Ça dit que chaque jour qui passe dans notre pays, en réalité, les gens qui ont atteint du temps devaient aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais malheureusement, il manque tout simplement des moyens pour appliquer cette disposition qui existe dans notre corpus législatif, plus précisément dans la loi électorale. Ça, c'est le principe. Maintenant, exceptionnellement, on peut dire qu'il y a un problème de volonté politique parce que depuis un moment, nous avons constaté que les acteurs qui sont actuellement au pouvoir, ils veulent pas manifester véritablement la volonté pour améliorer le fichier électoral. Mais par honnêteté intellectuelle, il faut dire qu'il y a eu quelques avancées. Parce que à l'époque, on a eu ce débat avec les bulletins. À l'époque, il y avait la pluralité des bulletins lorsque vous allez aux élections et certains s'arrangeaient même à faire disparaître certains bulletins des candidats. Aujourd'hui, nous avons résolu ce problème. Il y a le bulletin unique où, lorsque vous allez à une élection législative ou encore à une élection présidentielle, donc il n'y a plus moyen de faire disparaître les bulletins de certains candidats comme ça se faisait avant. Il y a eu une avancée dans ce sens-là, mais là où nous voulons que les choses avancent le plus, c'est au niveau du fichier électoral électronique pour éviter tout ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, du point de vue de la représentativité des partis politiques, il faut dire que la loi est claire, que lorsque vous lisez la loi électorale, on vous dit que au niveau de la Commission nationale électorale et indépendante, notamment la CNI, toutes les entités sont représentées. Il y a l'administration, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a le centre, il y a la société civile. Maintenant, le problème du Congo, c'est l'homme. Mais c'est parce que lorsque vous avez des hommes qui ne sont que là pour leurs propres intérêts, ils ne peuvent pas organiser les élections au vrai sens du mot. Parce que si réellement, parce que M. Guy Benoît de Victor a parlé de la confiance, si réellement il y avait la confiance entre nous, les acteurs politiques, mais l'élection ne pouvait pas être organisée par une commission indépendante associée du ministère de l'Intérieur, mais ça devait être organisé par le ministère de l'Intérieur. Mais on a un problème de confiance dans ce pays parce que les gens ne veulent pas bien faire les choses. Du coup, on est obligé de faire comme ça. Mais il faut dire qu'il y a eu une amélioration dans le sens où il y a eu une petite évolution, mais sauf que il y a encore d'autres choses qui restent, notamment la radiation de certains noms sur la liste électorale, parce que la loi est claire. Lorsque vous avez le fichier électoral où vous procédez à la révision des listes électorales, il y a des gens qui sont déjà décédés, il y a des gens qui se sont déplacés. Mais une fois que vous procédez à la révision de la liste électorale, il faut procéder par la radiation de ces noms-là. Mais malheureusement, ça se fait pas en complicité avec ceux qui dirigent l'administration parce que ils estiment que pendant les élections, on prend les cartes de ces gens-là, on donne à certaines personnes pour aller voter. C'est là où il y a la tricherie. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de la part des acteurs. Donc, on comprend par là, docteur, qu'il faut nettoyer, qu'on appelle ça la liste électorale. Bien, mais il faut parler du fichier. Il faut nettoyer le fichier. Vous savez, la clé d'une élection, ou la clé de transparence d'une élection, entre autres, nous avons le corps électoral. Lorsque le corps électoral n'est pas maîtrisé, vous ne pouvez pas savoir si tel ou tel a gagné sur quelle base. Et le problème qui est le plus récurrent, que nous avons connu dans ce pays, c'est ce problème de corps électoral. Je me rappelle, il y a eu une élection où on nous a présenté 3 corps électoraux. La CNI, à l'époque, ça s'appelait pas la CNI, c'était la CONEL, qui nous a présenté un corps électoral qui était différent de celui du ministère de l'Intérieur. Et
je crois, il y avait un autre différent du ministère de l'Intérieur et différent de la structure, la direction générale des affaires électorales. Voilà, je crois, il y a eu un citoyen camerounais, c'est pas tout congolais, qui a passé quelques séjours en prison parce qu'on l'avait accusé de tripoter. Donc voilà, le problème là est récurrent. Le problème là est récurrent. Oui, Maître Fouti évoque quelques avancées. Je l'ai toujours dit que la plus grande risque du pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. On vous dit, bon, voilà, nous avons le bulletin unique, mais est-ce que le bulletin unique influence toutes les transactions liées au jeu nocif électoral qui se passe là? Vous voyez, on donne l'impression que on a avancé, voilà, nous avons réglé la question du bulletin unique, mais lui, il a dit, faut-il la soulever en même temps, c'est la biométrie, le plus grand problème, c'est la biométrie. Et je pense que c'est l'exception de cette année, il n'y a pas eu de concertation. Parce que le plus souvent, bon, faut-il qui est dans ce milieu pourra nous dire à quel moment ils tiennent souvent ces concertations. Nous allons parler. Avant les élections. Les élections sont, ils le font des mois avant, bien à quelques jours de l'élection, mais toujours est-il que il y a toujours la concertation politique, et quand vous repartez à cette concertation politique, on pose le même problème qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Et en réalité, l'ordre gouvernant au pouvoir ne veut pas organiser les choses pour perdre. Ça, c'est clair. D'ailleurs, le professeur de Soubar le disait à juste titre, c'est devenu une citation célèbre dans les écoles des sciences politiques. On n'organise pas les élections pour le perdre. Donc, le PCT ou bien l'ordre gouvernant en face est dans cette logique. Au Sénégal, c'est l'administration qui organise les élections. Puisque le corps électoral est maîtrisé, il n'y a aucun souci. Au cours des élections, dans quelques heures, on a les résultats. Bon, ici, quand on organise des élections, il faut attendre 2 jours, 1 semaine, 10 jours, voire plus, pour que vous ayez les résultats. Donc, à la base, il y a cette crise de confiance. Deuxièmement, Guy Benoît a parlé de l'engouement. Il n'y a pas assez d'engouement. Oui, mais ça peut être une construction. Souvenez-vous, lorsqu'il y a une élection et qu'il y a l'engouement, il y a des inscriptions massives sur les listes électorales, le parti dominant se met en danger. Parce que le parti dominant, il joue sur sa banque de données. Il a une banque de voix disponible. Pourquoi il a réussi à créer cette banque de voix? C'est parce que tout le temps, l'opposition appelle le boycott. D'accord? Et lui, il a réussi à fidéliser son électorat. Or, lorsqu'on organise, on dit, bon, allez vous inscrire massivement. C'est l'électorat, en grande partie de l'électorat, de ceux qui ne se sont jamais inscrits sur les listes électorales, qui y vont. Nous avons vu l'engouement en 2016, je crois. 2016, vous avez vu les résultats. Ouais. Vous avez vu les résultats. Donc là, le gouvernement fait en sorte de mettre l'opposition et les autres forces sociales dos au mur. On construit cela pour que les gens ne se sentent pas... bon, il ne faut pas aller d'ailleurs de toutes les manières. Quand vous partez, les jeux sont déjà joués d'avance. Il y a des frais dans ce qu'on fait, mais ça peut participer de la construction de cette logique par ceux qui sont au pouvoir, parce que plus l'engouement à leur cœur et ça leur met en difficulté. Nous allons voir vous avez partout, d'ailleurs au Cameroun, là vous avez vu comment est-ce que quand les gens sont inscrits en mars sur l'élection, on a vu comment le président Paul Biya était mis en difficulté. Et c'est ça le problème dans des régimes autoritaires comme les nôtres. Donc, pour les besoins de transparence, il faut commencer par là, le fichier électoral. Et puis vous ne pouvez pas avoir un seul acteur qui organise l'organe technique des élections. Le seul acteur qui est toujours là depuis des années. À un certain moment, il devient jugé par-ci. Monsieur Bouka, qui parfois aussi concerne les élections locales, monsieur Fouti nous en dira mieux parce qu'il en fait partie de ce corps. Bien, c'est lui qui gère le contentieux électoral. Donc, lui, il organise l'élection, il gère le contentieux. Vous voyez que tout ce cafouillage-là n'arrange pas les choses. Mais en réalité... Oui, je vous laisse dire un mot et puis nous allons poursuivre. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Barapéa. Au-delà de l'aspect organisationnel et stratégique au Barapéa fait allusion, mais il y a aussi la responsabilité des partis politiques, la responsabilité des candidats. Parce que lorsque vous allez à une élection, ça se prépare 5 ans en amont. Vous n'allez pas attendre les élections pour organiser les choses parce que, madame, la loi a tout prévu.
Nous le savons, en 2016, on nous a dit ici que le candidat Mokoko avait gagné les élections, disons ça comme ça, qu'il avait gagné les élections, mais sur quelle base? Mais parce qu'on avait constaté qu'il y avait l'engouement de la population, parce que la loi prévoit, la loi dispose que lorsque vous envoyez les délégués dans des bureaux de vote, en réalité, les publications, on publie les résultats dès que vous finissez les élections. On affiche les résultats. Mais en réalité, si les candidats pouvaient avoir les représentants dans tous les bureaux, de vote, mais on ne peut pas avoir ce problème. Parce que si vous avez le procès verbal, même si parfois il y a des cafouillage dans ce sens-là, on peut connaître les résultats en amont. Parce que la loi dispose que lorsque vous envoyez des représentants au niveau dans les bureaux de vote, après la fin de chaque processus de la journée, il faut afficher les résultats, même à la présence de la population. Tout est question d'organisation aussi des acteurs que nous sommes. Mais malheureusement, parfois nous qui sommes des partis de l'opposition, vous avez un candidat, mais qui n'envoie pas les représentants dans tous les bureaux de vote parce qu'il y a un problème d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le processus électoral au Congo a été biaisé d'une part. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'argent devant. Je ne cesserai de le dire. Avant, pour être candidat à une élection présidentielle, il fallait payer une caution de 5 millions. Mais aujourd'hui, c'est 25 millions. Mais pour faire la politique, on n'a pas besoin de tout ça. À l'époque, pour être candidat député, il fallait payer une somme de 100 000 francs de caution. Mais aujourd'hui, c'est 1 500 000. C'est pourquoi c'est une façon de freiner le processus pour qu'on ne puisse pas voir d'autres acteurs. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, d'où il faut qu'il y ait une organisation au sein de nos partis politiques. Conseiller, je reste avec vous. Si la date du premier tour est connue, aucune mention n'est faite d'un éventuel second tour. Comment analysez-vous cette absence de visibilité alors que la loi prévoit pour autant cette étape? Bon, ben c'est la relève des organisateurs, notamment le ministre de l'Intérieur. Il sait le pourquoi il a pris cet arrêté. Parce que lorsque vous fixez la date du premier tour, il faut fixer également la date du deuxième tour. C'est prévu dans nos textes, plus précisément dans la Constitution, ainsi que la loi électorale. Bon, peut-être que d'ici peu, il va fixer la date du deuxième tour. On va essayer de voir. Mais sinon, pour moi, ça ne me cause aucun problème. Est-ce que cette date sera donnée une fois que le premier tour serait déjà connu, docteur? Bien. Généralement, comme le dit Fouti, lorsqu'on donne, on annonce la date, d'ailleurs la Constitution la prévoit déjà, dans la Constitution, on sait que le deuxième tour intervient 2 semaines après le premier tour de l'élection présidentielle. Si on se tient à cette exigence constitutionnelle, on ne peut pas donc se poser la question pourquoi on n'a pas donné le deuxième tour. C'est implicite, même si il fallait le préciser. Mais en réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème se situe où? Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est d'abord l'organisation du jeu électoral. C'est d'abord l'organisation technique du jeu électoral. Qu'est-ce que on a prévu? Qu'est-ce qu'on prévoit? Est-ce que l'organisation d'abord, faut-il évoquer le fait que les partis, les hommes de l'opposition eux-mêmes, les acteurs oppositionnels eux-mêmes, parfois, ils sont surpris parce qu'ils préparent l'élection la veille. Non, je prends un cas simple. Aujourd'hui, nous avons la CONEL. Est-ce qu'on a la CNI actuellement? Est-ce qu'on a réorganisé la CNI avant d'aller dans l'élection présidentielle? Non. Deuxième chose, nous avons d'autres acteurs qui sont candidats à l'élection présidentielle. Nous avons des partis comme l'UPADES. Bon, au moins l'UPADES a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais tout autre parti qui vont aller. Est-ce que ces partis, vous avez par exemple au niveau de la CNI, on dit il y a le centre, il y a l'opposition, il y a la société civile, et puis il y a ceux qui sont au pouvoir. Mais nous connaissons tous aujourd'hui que le centre, c'est un centre pouvoir. La plupart des acteurs du centre sont dans le truc de manger, de faire tradition au combi. Ils sont là, GAE, c'est quoi c'est GAE, comment vous appelez ça? GAE. Moi, j'ai vu les acteurs qui se réclament du centre, d'ailleurs, au combi, même se réclament du centre. Bon, à partir de ce moment-là, est-ce que la société est encore crédible? Est-ce qu'on peut aller à une élection comme ça? Je ne pense pas. Donc,
Il faut regarder d'abord l'organisation technique, la représentativité des acteurs dans ce cercle-là. Le problème que Fouti évoque sur la représentativité dans le bureau de vote est réel. Issa Chirom au Cameroun a eu le même problème. Quand il fallait démontrer comment est-ce qu'il a gagné, il n'a pas pu avoir tous les PV. Il fallait se reprocher de Cabral. Cabral a dit, je ne donne pas, puisque vous dites que moi je suis un pion du pouvoir. Et les acteurs n'arrivent pas à couvrir. Mais sauf que il y a toujours cette logique transactionnelle. L'opposition qui ne se prépare pas, est-ce qu'il y a des moyens? Parfois il y a des moyens, ils envoient les gens très en retard. J'ai mené quelques enquêtes, je crois c'était en 2015, je ne sais pas trop, où vous allez voir, vous envoyez l'opposition ou d'autres candidats qui envoient les candidats dans les bureaux de vote, mais vous n'allez pas les nourrir. C'est parfois même le parti au pouvoir qui fait montre d'une générosité. Il dit, bon, nous, on a mangé ici, allez, on vous donne 10 000 ou bien 100 000, allez manger, puis vous revenez. Mais le temps que vous partez manger des rêves, quand vous revenez, vous constatez qu'il y a un changement au niveau des auras. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, la responsabilité de l'opposition est réelle. La responsabilité de l'opposition. C'est pourquoi parfois, on demande à l'opposition de coaliser les forces pour aller avec un ou deux candidats. C'est par rapport à ça. Parce que vous pouvez avoir la représentativité. Mais dans un système comme le nôtre, c'est vraiment difficile. Pas impossible, mais c'est difficile pour les acteurs de surveiller les élections de bout en bout. Or, le succès d'une élection, c'est la surveillance. Ce que Fouti a dit. Vous arrivez, après le vote, on fait le comptage de voix et puis on publie. Mais parfois, entre le comptage de voix et la publication, il y a beaucoup de transactions qui se passent. Quels sont les candidats que vous mettez, que vous envoyez dans le bureau de vote pour surveiller l'élection? Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects. Guy Benoît Victor. Oui, moi je voulais revenir sur la question que vous avez posée, pourquoi il n'y a pas le deuxième tour? Effectivement. Voilà. Vous savez que dans ce pays, en dehors des élections de 1992, il y a eu 2 tours. Depuis là, il n'y a jamais eu de deuxième tour. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, mais parce que ceux qui organisent pensent qu'ils ne peuvent pas aller au deuxième tour. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Suicidaire parce qu'ils connaissent déjà le vainqueur? Non, mais parce que même s'il peut être premier, ça veut dire qu'il n'a pas atteint le pourcentage requis. Maintenant, ils essaient d'éviter les coalitions des opposants contre. C'est ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que depuis qu'on organise ces élections-là, il n'y a pas eu le deuxième tour. Il n'y a jamais eu le deuxième tour. En dehors de 92. Où Tishuba a gagné au deuxième tour. Parce qu'il y a eu coalition. Bon. Et au regard de tout cela, chacun tire ses leçons, dit, ah, les deuxième tours, là, c'est pas bon. Voilà pourquoi on n'en prévoit même pas. Parce que, je crois que ça ne vous étonnez pas d'écouter les gens dire que c'est un coup KO. Hein? Le coup KO, c'est quoi? Mais c'est au premier tour. Donc, les organisateurs ne pensent pas au deuxième tour. 3 parties au premier tour. D'ailleurs, pour qui est deuxième tour? Mais il faut déjà penser aussi aux acteurs en présence. Quels sont les acteurs en présence? Quels sont les acteurs? L'Espagne partenaire, il y en a où? Et pour prétendre à un deuxième tour, ce n'est pas évident. Donc, c'est fait exprès. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est nos hommes politiques sont encore dans les prérequis du communisme ou du monopartisme. Alors que nous sommes dans la démocratie. Ah ben oui, non, mais personne n'y croit. Personne n'y applique. La preuve, on accepte même pas le débat contradictoire. Vous comprenez? Les hommes politiques, même qui sont ceux qui sont aux affaires, qui ont un bureau à défendre, on n'accepte même pas le débat contradictoire. On pense que on est encore dans le vieux chemin. Nous sommes encore dans le vieux chemin. Et parce que même les acteurs politiques qui devaient être des sparring partenaires ne savent même pas qu'ils sont démocrates, qu'il faut que la politique, ce sont les rapports de force, il faut les renverser. Ils sont tous dans l'hibernation. Il ne faut absolument rien pour démontrer aux autres qu'ils ont aussi, que ne sont pas sur une terre conquise. Que on peut aller dans tous les départements, nous avons aussi nos représentants. Mais il ne faut pas ça, ils ne font même pas la recherche à la quête des adhérents dans leur parti. Ils organisent ça rarement. Ceux qui s'adhèrent à le faire, le font chez eux dans son village. Il peut faire le faire dans son village parce que sûr de ce que ses parents vont le soutenir. Mais ailleurs, non. Vous suivez tous les partis de la République. Quel parti a organisé la campagne d'adhésion à travers le pays? L'élection, comme disait Moulakat, se prépare des années en avant. C'est pas la veille. 2.
Mais regardez, le parti au pouvoir a déjà une réserve stratégique. Hein? C'est constitué une réserve stratégique pour gagner. La réserve qui fait peur? Mais attends, mais quand on dit que les militaires doivent voter avant, moi je vous pose la question de savoir, connaissez-vous le nombre de militaires dans ce pays? Qui connaît le nombre de casernes dans ce pays? Et puis, Quel est l'adversaire politique qui va oser envoyer l'enfant de pluie dans une caserne pour aller surveiller ses militaires? non, en dehors de ça, quelle est la différence entre le militaire qui a voté en tenue, En tenue et le jour J et celui qui votera en civil le dimanche? Voilà. Tout est cafouillage. Alors que dans ce pays, nous avons déjà assisté aux élections où les militaires votaient au même moment que les citoyens n'ont jamais causé les problèmes. Qui gagne les urnes? Hein? Ils ont fini de voter. Mais voilà. Qui gagne les Ça n'a urnes? jamais causé les problèmes. Mais pourquoi on peut constituer toute une réserve comme ça et les autres plus sont là? On te le regarde. Lui, regarde. Bon, donc ils ne savent pas que ça, c'est déjà une voie bien tracée pour aller gagner, pour gagner. Ils ne maîtriseront jamais le corps électoral des militaires. On ne peut pas. Parce que si les militaires doivent voter avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a inscrits ailleurs, dans les quartiers. Ailleurs, là, c'est où? Dans les casernes. Parce que comment on peut leur demander d'aller voter avant? Comment on peut extirper des militaires habillés, des militaires civils? Comment? C'est ça le problème. Parce que comment on sait que, bon, c'est quel militaire qui va aller voter avant? Et où est-ce qu'ils vont aller voter? Dans les casernes. Donc on les a déjà fait le recensement là-bas. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques qui font partie certainement de la CENI ou autres ne connaissent pas ce corps électoral là, n'ont pas la maîtrise. Mais ça, c'est des problèmes, ça, c'est des questions élémentaires qu'un des hommes politiques avertis, qui ont des ambitions, devraient se poser. Et devraient aussi se lever pour dire non. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous muets. Même l'opposition. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que pendant que nous parlons, il y a les recrutements qui se font? Comment est-ce que tu as parfois, à la veille des élections, il y a des recrutements, on recrute les jeunes gens et on amène dans les casernes? Donc c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Et je crois que nos acteurs politiques ont encore du mal à s'adapter à la politique et à la démocratie. C'est ça qui fait que le pays patine et patauge. Moi, je crois. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour J? Merci, Hein? Benoît de On Victor. peut faire être leader politique sur le mot de Brazzaville. Leader politique sur le mot de sa région. On doit me dit qu'il y a quelqu'un être qui va leader être- politique dans tous les départements. Mais on fait la politique pour la République. C'est pas pour son département ni pour son village. On ne peut pas. C'est pour le pays. Parce qu'on a eu une ambition pour le pays. On peut pas être un grand parti. Je prends l'exemple de l'UPADES. Et on ne peut avoir des adhérents et on ne peut avoir des voix que ce soit. On ne peut avoir des lieux que c'est ce soit. Alors, mais qui a dit qu'ailleurs personne, les autres n'aiment pas l'UPADES? Qui a dit ça? Mais qui a dit qu'ailleurs on n'aime pas le MCDI ou Yuki? Mais qui a dit qu'on n'aime pas l'UPRN? Mais qui a dit qu'on n'aime pas le parti de Mirassol, le PSDC? Mais pourquoi ils ne se mettent pas en mouvement? Pourquoi ils ne vont pas à la conquête des électeurs Nous et allons, des adhérents? nous allons rester Voilà. sur le paysage politique. Le paysage politique semble se vider. L'UPADES, Joseph Kinyumi Kiambongo ou encore Claudie Mounari ne sont pas sur la liste de départ. Que nous dit ce retrait massif sur l'état de santé de l'opposition congolaise aujourd'hui? Guy Benoît, puisque Vous vous levez avez avec moi? évoqué les partis Oui, politiques. d'accord. Je crois que vous allez me donner raison. Parce que dans ce studio, à la même place, j'ai dit que le président de la République a dit allons plus loin ensemble. Or, un dicton français nous dit qui veut aller loin ménage sa monture. Je vous disais ici et pas que si le président le dit, c'est qu'il a une monture. Mais la monture, c'est qui? Mais c'est cette opposition-là qui l'accompagne plus loin. Il suffit que le palais se retire, le président il n'est plus inquiété. Il suffit que Kinyumi se retire, mais il n'est pas inquiété. Munari se retire, mais il n'y a pas de match. Mais attends, Mirassa ne viendra pas parce qu'il n'a plus d'argent. Bon, c'est pas si c'est tellement de matière, ce ne viendra pas. Bon, vous voyez, donc est-ce que c'est la vraie opposition? C'est là le problème pour l'opposition. Est-ce que c'est la vraie opposition? Est-ce qu'ils n'y font pas là? Ils ne sont pas là juste pour se garder une certaine Privilège. oui, pour garder certains privilèges. Est-ce que ce n'est pas pour ça? Parce que je ne les vois pas, je ne vois pas ces hommes-là manifester une ambition politique pour la nation. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça ne se fait pas transparaître. Ça ne saute pas aux yeux.
Peut-être les jeunes gens, je vois par exemple, je prends l'exemple de Dave Mavola, avec son Bongitou, qui a sillonné. Voilà quelqu'un qui a une ambition pour la République. Mais les autres, ils font quoi? Comment un parti comme l'UPADES, qui a eu les millions, à qui le leader en donne les millions chaque année, chaque mois, en tant que chef de file de l'opposition, peut dire qu'ils ne vont pas aux élections parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais si lui n'a pas d'argent, qui peut en avoir encore? Alors qu'il a été engraissé pendant 5 ans comme chef de file de l'opposition. C'est pour faire quoi? N'est-ce pas pour préparer la bataille? Donc cet argent, il faisait quoi avec ça? C'est pas non pour préparer la politique, pour préparer... Pour faire vivre le parti, Guy mais le parti a vécu. Mais si le parti vit, c'est pas pour faire seulement le congrès, puis on s'arrête. Quand on fait le congrès, c'est qu'on a eu une ambition pour le pays. Donc, quand on fait comme ça, moi je dis, ils sont dans la compromission. Parce que si ça hasarde à venir là, la broche sur laquelle il est assis, il est accroché là, on va la scier comme on avait scié celle du leader de mon jeune frère, Maître Fouti, on la casse. On l'a scié et puis c'est fini. Il va faire encore quoi? Docteur, pensez-vous que l'opposition congolaise aujourd'hui est endormie alors que les cartes se jouent, voire une opposition qui laisse passer la course à la magistrature suprême? Est-ce qu'on peut croire à ce retrait de l'opposition congolaise? Bien. Vous savez, la composition électorale a plusieurs aspects. Je vais dire composition politico-électorale. Il y a ce qu'on appelle la mobilisation des ressources. Pour s'engager à une élection, vous avez ce qu'on appelle des ressources politiques à mobiliser. Ces ressources politiques sont de plusieurs ordres. Vous avez les ressources humaines, vous avez les ressources financières, vous avez les ressources symboliques, enfin, tout un tas de ressources que vous devez mobiliser. Et les opérateurs politiques, puisqu'on est là dans la logique du marché, où vous partez à la conquête des consommateurs, vous devrez être sûr que nous avons les ressources appropriées pour donner aux consommateurs. Ça, c'est le 1. Si le marché politique ou le marché politique électoral auquel vous vous engagez n'est pas aéré et que vos produits auront du mal à être consommés, ou même si vous pouvez faire couler vos produits, mais à la fin, il y aura un braquage. Où on fait même bas sur tout ce que vous avez vu, un acteur stratégique dira, je ne pars pas. Maintenant, nous avons des conditions d'ordre financier. Vous avez, je n'ai pas suivi une déclaration officielle du monsieur Kinyebe Kiambongo qui dit qu'il ne sera pas candidat. Mais jusque-là, on ne le voit pas, il ne se bouge pas. Oui, bon, mais je n'ai pas suivi une déclaration. Il y a des gens qui déclarent la candidature à 2 semaines, à 1 mois d'une élection. Si ça a préparé en amont, le problème ne se posera pas. Nous avons vu, il y a des gens qui se préparent dans l'ombre. Donc, on peut lui des doutes. Bien, prenons le cas de Tchatima Biala. Tchatima Biala dit qu'il ne parle pas parce qu'il n'a pas d'argent. Mais est-ce qu'en réalité, M. Tchatima Biala peut aller à une élection présidentielle? Lorsque vous avez suivi son discours lors du Congrès, où il a fait pratiquement la paix de pied au PCT, où il disait, nous avons la même idéologie. On ne devait pas s'affronter. Ça veut dire qu'il a annoncé la couleur. Pour lui, il ne peut pas s'attaquer au PCT. Deuxièmement, il a un ministre au gouvernement qui partage le bilan de ce quinquennat. Monsieur Honoré Nsayi, qui a été momentanément éjecté, puis non seulement réhabilité, réintégré avec fracas. Et en tant que tel, il apporte des ressources au parti. Il partage le bilan en tant que membre de l'UPADES. Il partage le bilan, l'UPADES partage le bilan du gouvernement. À partir de ce moment-là, quand il ira comment vous appelez, aux campagnes, il dira quoi? Que le président a fait quoi que nous n'avons pas fait. Vous vous en souvenez quand M. Nsayi est parti aux élections législatives à Indonésie, il a distribué des pagnes. Et il y a des gens, des populistes qui disaient, ça fait longtemps que nous avons porté des pagnes. Quand on vient en campagne ici, on voit seulement les autres partis de PCI ont distribué des pagnes. Nous, on n'en a jamais eu. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à nous, nous en avons eu. Donc, vous voyez que tout ça, ça faisait que l'UPADES est pris à la gorge. Troisième chose, il y a ce qu'on appelle les transactions. Vous savez, lorsque M. Tchatima Biala ce sont mes sources, est proposé comme chef de file de l'opposition. Vous savez le montant qu'il avait convenu pour le payer? C'était autour de 3 500 000. Et il a débarqué et il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça.
Vous n'allez pas me salir pour 3 500 000, ça je n'accepte pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a revu le montant à la hausse, à hauteur de 15 millions de francs CFA. Donc, il a pas fait le salaire d'un ministre. Oui, Et la ministre d'État. ministre d'État. Et certaines sources me disent que c'est même comment on appelle ça? C'est même revu à la hausse. Encore. Ce n'est plus les 15 millions, on a même revu à la hausse. Bien, en dehors de ça, il a un budget de fonctionnement. Mais si vous êtes acteurs politiques comme les Angios, comment vous appelez, Feu Gibris Bafé Kolela, paix à son nom. D'ailleurs, celui qui partait pour sa part, il disait, il faut me donner, c'est pas ton argent. Il reçoit un budget de fonctionnement qui est payé je crois que c'est trimestriel. Et là aussi, ça ne manque pas, même si son crédit, son argent paye. Alors, avec tout ça, il sait comment est-ce qu'il a s'est battu pour arriver là où il est arrivé. Alors, si on estime que, ou bien son partenaire estime que vous n'avez pas à vous représenter, bon, voilà, les enjeux sont tels que c'est là, vous ne vous présentez pas, vous serez reconduit comme sur le fil de l'opposition, je ne vois pas comment il le fera. Parce qu'en réalité, M. Tati Mabela fait partie de ce que nous appelons les acteurs stratégiques. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner une élection présidentielle parce qu'il s'est fait compromettre jusqu'à la mort de Pinière. Comment est-ce qu'il peut gagner l'élection présidentielle lorsque même dans son propre parti, vous avez les dissidents qui le qualifient d'ailleurs même de putschiste? Il sait qu'il ne peut pas gagner. Maintenant, en ce moment-là, on joue la carte de l'accumulation. On joue la carte de l'accumulation de la suite parce qu'on sait que préparons-nous, peut-être dans 5 ans, ce n'a plus 20 ans. N'a plus 45 ans pour dire que bon, dans 5 ans, dans 10 ans, il aura 50 ans, ou bien 55 ans peut encore aller. Non. Le président soit plus de l'âge, on peut préparer la presse et on joue la stratégie. D'où son appel de pied qu'il a dit, bon, nous, on ne peut pas, logiquement, avec le PC, nous avons la même idéologie, on ne peut pas combattre le PCT, personne ne met dans l'alliance, et la logique, elle est là. Maintenant, Madame Mounari, je n'ai pas entendu une déclaration venant d'elle. Alors, la dernière fois que Mme Mounari était candidate aux élections, je crois que c'est en 2016. Est-ce qu'en 2021, elle était candidate? Je ne pense pas. Mais est-ce que si Mme Mounari, au regard des ressources dont elle dispose, en connaissant le jeu électoral qui est vicieux, il faut le dire, le jeu électoral est vicieux, le corps électoral n'est pas connu, et puis, les discours de menaces et des intimidations qui pleuvent de partout, il faut réfléchir à 2 fois pour dire que bon, moi je vais aller l'élection que je sais perdue d'avance. Donc, certains estiment que c'est une élection perdue d'avance. Je ne vais pas jeter mes 25 millions par la fenêtre parce que je sais que je ne gagnerai pas. D'autres aussi peuvent jouer la carte de chantage. Bien, on dépose le 25 millions. D'ailleurs, le président Angios l'a déjà fait. Il a déjà déposé sa candidature. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore fait. Attendons de voir. Mais dans tous les cas, et ça je peux prendre le risque de le dire, dans la configuration actuelle, où vous avez un système politique militarisé, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aller à une élection, un candidat gagne une élection et publier ou proclamer par le pouvoir public d'ailleurs. L'adage russe dit, un pouvoir russe dit, l'élection c'est pas celui qui vote. L'élection c'est celui qui proclame les résultats. Et à partir de ce moment-là, je dis bien dans cette configuration actuelle, en regardant les jeux des acteurs et les enjeux qui s'y prêtent, je ne vois pas comment quelqu'un peut aller à une élection, gagner l'élection et prêter serment dans ce pays. Pensez-vous que l'opposition congolaise n'a-t-elle pas des ressources suffisantes pour aller à ce scrutin? Bon, j'espère que sur ce plateau, nous ne sommes pas là pour faire le procès à l'opposition. Est-ce qu'en réalité, les acteurs devaient encourager ceux qui sont à l'opposition parce que dans notre pays, c'est pas facile de faire l'opposition parce que nous sommes dans un système très autoritaire. Il faut déjà féliciter ceux qui ont opté de combattre ce système politique qui a détruit le pays. Parce que l'opposition, c'est quoi? C'est lorsque vous ne soutenez pas les actions du gouvernement. Et
Depuis toujours, j'ai entendu mon co-débatteur Guy Benoît de Victor parler des lois, la loi électorale plus précisément sur le vote des militaires. Il faut dire que l'opposition a eu à combattre cette loi. On a eu même à faire des conférences de presse pour dire que nous étions contre le fait qu'on voulait réserver une journée spécifique aux élections des militaires. Il a été combattu cette loi. Mais malheureusement, l'opposition ne dispose pas de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est aussi une autre comment on appelle ça, aussi un aspect qu'il faut regarder, parce que il ne suffit pas seulement de critiquer pour critiquer, mais il faut voir quels sont les enjeux au niveau des institutions étatiques telles que l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que l'opposition essaie de jouer son rôle. De quelle manière? Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer les actions du gouvernement, de créer les opinions publiques, de voir là où ça ne marche pas et critique. L'opposition congolaise essaie de faire son travail. Est-ce que critiquer suffit, conseiller? Est-ce que doit-on critiquer pour critiquer ou bien il faut apporter des solutions? Non, c'est pas l'opposition d'apporter les solutions, c'est pas le rôle de l'opposition. L'opposition est là pour assurer l'alternative, pour préparer l'alternative au sein d'une société étatique. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Et l'opposition essaie de se battre avec les mêmes moyens parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas étrangers ici. N'oublions pas que le système incarné par le président Sassou a créé un processus électoral très compliqué. Je vous ai expliqué ici que lorsque vous voyez même le fonctionnement du parti politique de la majorité qui est le PCT, vous pensez que si le PCT est au pouvoir, il n'est pas au pouvoir, il peut faire toutes les actions qu'il fait là. Est-ce que vous êtes sûr que s'il n'est pas au pouvoir, il peut aujourd'hui structurer son parti tel qu'il le fait? Mais il s'appuie sur l'administration. En réalité, le PCT n'est pas un parti qui a de l'ancrage du point de vue national. Ce n'est pas l'administration parce qu'ils sont au pouvoir. Moi, je vais vous rappeler un fait. Les gens se trompent. Il faut qu'on se rappelle de l'histoire. En 1992, quand l'UPADES est au pouvoir, dans la Likwala, là où moi je suis né, les 5 sénateurs, c'était les sénateurs de la majorité présidentielle. Vous pouvez me dire, pour le PCT était le parti qui avait de l'ancrage au niveau national, pourquoi à l'époque, ils n'avaient pas tous les députés? Mais c'est parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ont créé des stratégies pour aujourd'hui affaiblir l'opposition, notamment avec la loi électorale. Ils ont essayé de monétiser l'élection. Mais on ne fait pas la politique comme ça. C'est la politique du Moyen-Âge qu'on fait au Congo. Il faut qu'on se dise des vérités. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire un procès à l'opposition. L'opposition essaie de se battre avec les moyens de bord. Et les partis politiques n'ont pas de soutien. Est-ce que vous savez, lorsque vous lisez la loi électorale et la loi sur les partis politiques de 2017, il y a ce qu'on appelle par les subventions qu'on devait octroyer à chaque parti politique. Mais ces subventions ne viennent pas. Parce que, sociologiquement parlant, les partis politiques sont à l'image de l'État. Nous sommes dans un État où ceux qui sont des acteurs qui viennent dans la politique, ils sont tous pauvres. Mais pourquoi voulez-vous avoir des partis politiques riches? Tous les partis politiques sont pauvres. Mais c'est parce qu'ils ont le pouvoir, raison pour laquelle ils essaient de faire ce que nous appelons par le matalana. Donc, il faut qu'on arrête cette façon de faire ce procès qu'on engage contre l'opposition, que l'opposition ne fait pas un travail. Mais pour relativiser les choses, parce que moi, j'ai toujours été incarné par cette honnêteté intellectuelle. Mais on a aussi notre part de responsabilité. Ça, je l'ai toujours dit. Parce que vous êtes acteur politique, vous êtes censé vous organiser. Parce que le parti politique, vous ne devez pas attendre les élections pour aller sur le terrain. J'ai toujours fait le reproche à nos acteurs qui sont à l'opposition. Parce que nombreux, lorsque nous faisons la sociologie politique dans notre pays, la plupart des acteurs qui sont à l'opposition, ils sont du sud du pays. Mais ils ne veulent pas aller au nord du pays parce qu'ils estiment que le nord est conquis. Alors que c'est faux. Donc, il y a une responsabilité de la part de nos dirigeants de l'opposition. D'autres sont maintenant dans une logique d'éthique de responsabilité. Je constate avec l'UPADES, il ne faut pas le condamner. C'est une stratégie politique. Max Weber disait, j'aime bien lire son ouvrage, Le savant et le politique. Il dit, il y a 2 façons de faire la politique. Il y a ceux qui vivent de la politique, il y a ceux qui vivent pour la politique. Il y a des gens qui ont choisi de vivre de la politique. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont obligés de trouver les stratégies pour survivre parce qu'ils savent que par rapport au système actuel, il sera difficile pour créer toutes les conditions. Et enfin, madame, la loi électorale, la loi sur les statuts de l'opposition n'interdit pas à un opposant d'être au gouvernement.
Certes, à l'époque, moi, j'ai eu à critiquer cette loi parce que je me disais que c'était un piège. En acceptant d'avoir un chef de file de l'opposition, c'était un piège par rapport à notre culture politique. Parce que dès lors que nous allons nous habituer avec les acquis, nous n'allons plus mener le combat politique. C'est ce que je constate aujourd'hui. Ils sont maintenant dans le confort. Parce qu'on a adopté cette loi en s'inspirant des autres États, notamment l'Angleterre, où vous avez le chef de l'opposition qui est organisé du point de vue étatique, parce que c'est des gens qui sont censés gérer la République demain. Donc, il faut encadrer ce cercle-là. Mais malheureusement, chez nous, en le faisant, en réalité, on a piégé l'opposition pour l'affaiblir. Parce que si vous avez un dirigeant de l'opposition qui est retraité, il a 15 millions le mois, mais il va faire de son mieux pour sauvegarder les acquis. Est-ce que l'opposition n'a pas choisi de s'affaiblir elle-même? D'une part, oui. D'une part, oui. D'autre part, c'est par stratégie. Je peux vous dire ça honnêtement. Parce que je pense qu'en faisant la politique, nous devons être honnêtes si nous voulons que la population puisse nous faire confiance, madame le journaliste. Guy Benoît, partagez-vous cet avis? Non, attends, je crois que le maître Moulakat a souligné pas mal de choses ici, mais en tout temps, il est encore revenu dans ce que nous disions, parce qu'il a dit il ne faut pas faire le procès de l'opposition, mais il en a fait là. Il en a fait. Parce que ce que nous relevons, c'est là, ça va des observations. Ça va de l'observation. Ou on sait ce qu'on veut, ou on ne sait pas ce qu'on veut. Si on est de l'opposition, on doit savoir que pour que je gagne, même si le système est vide, je dois faire je dois donner la démonstration de force. Parce que c'est c'est les rapports de force. Quand on vous fait avaler n'importe quoi, c'est parce que vous n'êtes pas fort. Pourquoi vous n'êtes pas fort? Mais parce que vous n'êtes pas organisé. Mais parce que l'opposition n'est pas organisée. Si elle était organisée, on ne peut pas le faire avaler n'importe quoi. Parce que quand on fait la politique, c'est pour ça. C'est le plus malin bouffe l'autre. C'est ça la politique. Le plus malin bouffe l'autre. Mais si toi, tu viens avec ta pauvreté, je fais quoi? Parce que la politique... Ceux qui sont la majorité sont riches. Oui, mais attends. Il faut que les gens qui sont à l'opposition, ou bien les acteurs politiques comprennent que la politique, c'est pas la ristourne. Ce n'est pas la ristourne, c'est pas le lit qu'elle est bas. Aujourd'hui, c'est ton tour. Demain, il doit partir. Nous, on va venir. Ce n'est pas possible. Celui qui est là ne vous donne jamais le temps. Il ne vous donnera pas la possibilité de venir là. C'est pas vrai. Oh, nos acteurs politiques pensent que c'est le lit qu'elle est bas. Mais c'est pas la ristourne, mon vieux. Mais il faut démontrer la force. Il faut coincer l'autre. Il faut lui démontrer qu'on est fort, on est capable de t'évincer. Mais si vous ne menez pas ces actions-là, dès lors qu'on vous a interdit d'organiser les réunions, vous ne les organisez pas. Il y en a qui organisent même dans les salons. Bon, c'est pas la faiblesse. Non, on a dit que même dans les salons. Alors, c'est pas la faiblesse. Mais si on est acteur politique, on affronte. On affronte. On ne peut pas être acteur politique en étant peureux. Non, c'est pas vrai. Mais parce que la politique, c'est l'art des courageux. Il faut être courageux. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas faire la politique. Comment? Mais vous savez très bien que celui qui dit, dans le salon, là, tu dois faire ta réunion, mais il essaie, il t'intimide pour que tu ne sortes pas. Mais quand tu sors, tu t'avoues vaincu. C'est ça. On ne le fait pas pour soi. On fait pour le peuple. On fait pour le pays. On fait pour les citoyens. Donc, l'opposition telle qu'elle est amorphe là, elle ne mérite que les critiques. On la critiquera toujours. Voyez? Et même ce que le pouvoir a fait. Oui, sociologiquement, dans la sociologie politique, mais ils ont le droit de faire. Ils vont faire quoi pour gagner? Pour s'éterniser. Mais ils ne peuvent que faire ce qu'ils font là pour s'éterniser. Si en face, il n'y a pas de sparring partenaire, en face, les autres n'ont pas de stratégie pour les débouter. Ils vont faire quoi? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, maître Moulaka. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que le parti au pouvoir fait, c'est la politique. Vous voyez? Mais c'est l'opposition qui ne comprend pas que c'est la politique. Les intimidations, mais c'est aussi politique. Mais c'est aussi politique, ça. Mais il faut que vous fassiez la démonstration. Le président de la République actuelle a dit un jour, quand il souhaitait au pouvoir, si ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas, ne respectent pas la Constitution, les démocrates ne doivent pas faire quoi? L'accepter. Alors, et vous, si vous êtes démocrate, pourquoi vous acceptez? Vous êtes démocrate. Pourquoi vous acceptez? Mais il y a une chose une minute, camarade Barapéa, une minute. Madame Mabiala, il y a une chose que nous aussi on ne comprend pas, c'est que au-delà du fait qu'il faut faire le procès de l'opposition, mais il faut reconnaître que dans une démocratie, il n'y a pas que l'opposition. Il y a la société civile qui doit contribuer également. Ce sont des groupes de pression. Mais vous avez aujourd'hui une société civile qui est elle est embrigadée. On ne peut pas seulement parler de l'opposition. Il y a aussi la société civile qui a eu une grande responsabilité dans le fait qu'il n'y a pas eu une avancée du point de vue électoral.
Donc, ce n'est pas seulement l'opposition. Et en réalité, madame, c'est pas le rôle de l'opposition d'envoyer les gens dans la rue. Ça, c'est le rôle des groupes de pression. Vous avez dit, c'est dans la démocratie, des partis politiques demandent aux gens d'aller dans la rue. Les partis politiques organisent des meetings. C'est pas ce qu'on a dit là. Non, il faut qu'on se dise C'est ce qu'on a dit là. parce que Mais le meeting, vous le organisez où? pas mettre généraux. Le meeting, vous l'organisez où? Nous allons nous Mais confier. il y a des périodes pour Le organiser. meeting organisé dans la rue? Mais Il y a des périodes pour organiser des meetings. Ça dépend aussi de l'organisation du parti politique. Mais Tout simplement. Guy Benoît, docteur, je reste avec vous. À l'inverse, du côté de la majorité présidentielle, on observe une dynamique très active bien avant l'heure légale de la campagne. Un plan médiatique totalement partial dénommé 30 jours pour convaincre. Comment interprétez-vous ce déploiement précoce? Je ne peux pas passer piège joint du débat sur le procès de l'opposition qu'on vient de lancer. Permettez en 3 minutes. Bien. Une minute. Bon, en 1 minute, je sais, en 1 minute. Alors, non, on ne peut pas dire ça. Nous faisons, en tout cas personnellement, je vais faire le procès de l'opposition comme je fais le procès de la majorité. J'ai toujours dit ici que la politique, c'est pas une fête de Saint-Valentin où les amoureux se distribuent les tire-langues et les chocolats, des ceci, des fleurs. C'est de la bataille. On appelle ça le champ politique et la scène politique. C'est pas les amoureux qui s'embrassent. Nous avons vu, peut-être que mon jeune frère était encore jeune, nous avons vu Sassou Nguesso opposant dans ce pays. Il répondait coup sur coup. Quelqu'un qui a été dépouillé, vous avez vu la conférence, il y avait sur le plan du débat politique, laminé. Le PCT laminé par la force du changement. À l'exception de quelques-uns, comme le professeur de Foba, Ibovi et quelques-uns, et après certains ont même rejoint la majorité. Mais nous avons vu certains gars du PCT, certains acteurs politiques du PCT, les adouatefils sont encore là, ont préféré rester fidèles dans la souffrance, les Ngolopierre, que de naviguer, de migrer vers faire la transhumance, vers là où il y avait déjà de l'herbe, le professeur de Souba n'était pas aussi ancien, il donnait des gâteaux. Non. Le système de débauchage, il y en avait, la preuve. Le professeur de Fouba, c'était, je crois, le porte-parole du président Sassou pendant l'élection présidentielle. Évidemment. Évidemment. On peut en citer. Mais, qu'est-ce que le PCT a fait? Ils se sont donné le nom du réseau qui se plie sans jamais se rendre. Mais voilà. Le PCT a été menacé, on a vu les gens qui ont fait Brazzaville et autres. Ils ont dû travailler, ils ont dû mobiliser les forces. Ils ont répondu coup sur coup, c'est-à-dire le pouvoir mobilise telles ressources, aussi mobilise la ressource de la clandestinité. Ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Je dis bien, la politique, c'est la mobilisation des ressources. Voilà. Mais l'opposition pense que c'est une fête de Saint-Valentin. Il faut qu'ils travaillent. Dès qu'on tend un morceau de pain, tout s'y part là-bas. Bon, mais comment voulez-vous que ça avance? Et même ils filent les autres. Comme faut-il évoquer la place de la société civile? Oui, mais la société civile, ce sont des parapolitiques. Ce sont des parapolitiques. Et les parapolitiques viennent avec les organisations purement politiques, qui sont des partis politiques. Voilà. Le rôle des partis politiques aussi, c'est la mobilisation des électeurs, la mobilisation des citoyens. Mais lorsque vous êtes là, on a vu les gens comme le Koundou. Le Koundou pouvait bien aller à la mouvance présidentielle, il devait être bien accueilli, puisqu'on voulait débaucher le truc. D'ailleurs même, Vous arrivez presque à la fin de vos... oui, je vais arriver. D'ailleurs même, on a vu comment le PCT, l'UPADET avait suspicionné le chef politique du PCT au nord, en imputant la partie du plateau Batiké. Ça, ce sont des stratégies, même la cuvette centrale, puisque le groupe Koyo Aqua du RDD était à la majorité. Mais les autres ont travaillé pour arriver là, en mobilisant les ressources possibles. Donc, on ne peut pas dire que nous faisons pas d'opposition. Il faudrait que l'opposition travaille. C'est difficile, tout le monde sait que c'est difficile, mais c'est pas ça difficile que l'opposition doit faire, puisque c'est pas facile de faire la politique. Alors, pour revenir sur votre question concernant le PCT qui se met en campagne. Avec l'initiative 30 jours pour convaincre. Bien. Mais le PCT a toujours été en campagne. Pourquoi vous le dites? Mais ils ont toujours été en campagne. L'initiative, on a vu le timonier, on a vu ils organisent toujours des meetings, le patriarche. Ils sont toujours en campagne de manière permanente.
Le PCT aujourd'hui a toutes les ressources politiques à sa disposition. Selon la majorité des ressources politiques, ils ont l'administration. Ils ont l'argent. Ils mobilisent sur la base des essais sur les issues des mariniers. Alors, que s'ils se retrouvent là pour dire que 10 jours pour convaincre, d'accord? Ils veulent convaincre qui? D'ailleurs, s'ils voulaient convaincre, qu'ils viennent au débat. Nous avons vu le Premier ministre qui a consigné dans son ouvrage. Il a fait son bilan. Il dit, bon, le bilan, c'est dans l'ouvrage. C'est le bilan du président, pas du Premier ministre. Non, Madame Mabiala. Bon, je suis sur ce plateau. J'ai 2 juristes qui sont avec moi. L'autre est d'ailleurs avocat. Quand on me dit, vous avez déjà vu quelqu'un qui écrit son ouvrage et qui préface son ouvrage lui-même? Ah ben voilà. Non, il faut arrêter l'imposture. Mais voilà. Il faut arrêter l'imposture. La préface, c'est là que bien dit. On ne peut pas écrire son ouvrage Et préfacer. et préfacer. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre a dit ça. Et si c'est lui qui a dit ça, c'est son ouvrage du président Sassou. Et alors que le président qui a préfacé, bon, je préfère retirer ce que je voulais dire, garder ce que je voulais dire. C'est dangereux, c'est grave. C'est un Premier ministre qui dit ça. Quand vous donne de l'eau à boire, Je n'ai pas besoin, madame. Ah. Mais c'est grave si un Premier ministre dit que c'est l'ouvrage du président, c'est le président qui a écrit son ouvrage, il le préface. Non, mais attends, les Congolais, c'est quand même des gens, il faut respecter ce pays. Il faut respecter ce pays. Un Premier ministre ne peut pas dire ça. Et jusqu'ici, j'espère qu'il ne l'a pas dit. Mais si c'est lui qui a dit, c'est grave. Selon les normes littéraires, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui distribue ça au Congrès du président un peu partout. C'est lui. Vous dites que c'est le vote du président de la République. Bon, ça, on l'a constaté. Hein. Quand il y a le succès, lui, s'en approprié. Il y a des gens qui disent non, c'est pour le président de la République. Bon, c'est eux, c'est entre père et fils. Moi, je ne rentre pas dans les affaires des gens qui sont déjà venus. Bon, mais en réalité, il convainc les gens avec quoi? Ce qu'ils disent, ce qu'ils disent. On a suivi même Adou Danga. Adou Danga a dit, et j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, sur le verbe d'authenticité de ce qu'il a dit, que lui, il ne peut pas dire si le bilan est positif ou négatif. C'est aux Congolais de constater. Si on veut défendre un bilan, on vient sur les plateaux de télévision, on vient à la radio, on débat avec les chiffres. Ce qu'ils ont fait, 30 minutes pour convaincre. 30 jours pour convaincre. Bon, 30 jours pour convaincre. Ils ont convaincu qui? C'est le ministre qui arrive avec une assistance acquise à la cause. Après, il demande distribuer quelques affaires sur les prébendes, il dit, bon, partez. Et même, peut-être que, bon, sous réserve des choses qui m'ont donné l'information, mais on dit que même l'assistance n'était pas au courant de ce qui se disait entre les journalistes et le ministre et l'invité. Ça, ce sont des techniques staniliennes. Staniliennes, j'allais dire. Donc, il me semblerait que on aurait donné à chacun 5 000 par personne l'assistance. Il y avait combien de personnes? En tout cas, tout le thème de l'authenticité, hein, ça a eu vous voyez, tout ça, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Le président Gbagbo disait qu'il n'y a rien en face, c'est maïs. Ils savent qu'il n'y a rien en face. Ils ont convaincu qui? Les hôpitaux. J'ai suivi l'extrait. Les hôpitaux. Combien d'hôpitaux ont été équipés? Ils disent, nous avons construit les hôpitaux en 5 ans. Non! Ils n'ont pas construit les hôpitaux en 5 ans. C'est les hôpitaux qu'on a commencé à construire depuis 2012-2014. Autant d'Ibobi. Autant d'Ibobi. Ben voilà. Et ils ont peut-être achevé quelques-uns 100% équipés. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'ai été à Ifondo. Vous arrivez à Ifondo, vous avez l'impression qu'on est dans un grand village. Même à Ifondo, il n'y a pas d'électricité. Bien. Entre Ifondo et Dongou, vous regardez la distance, vous faites ça en une journée. C'est moins de 100 km. Ah bon? Ben oui, c'est enclavé. Bien, allez dans les plateaux là. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le plan social? Là, ils sont en train de bricoler la route. C'était sur ce plateau que je disais que, attendant l'approche des élections, ils vont bricoler les routes, mettre de la peinture et à la première pluie, ça va partir. Là, ils sont en train de faire. Ils ont pratiquement barré tout le centre-ville. C'est difficile pour se promener. Mais quand vous regardez la qualité de l'ouvrage qu'on fait, on se dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est comme si c'est les gens qui sont des étrangers dans ce pays. C'est comme si c'est les gens qui sont là en exil, après ils rentreront chez eux. C'est sérieux. Les dignifiés de ce pays ne doivent pas faire ça. Et allez inspecter, vous voyez ce qu'on fait, vous dites, mais est-ce que c'est vraiment des Congolais, les gens qui font comme ça? Donc, ils n'ont convaincu personne. Ils ne pourront jamais convaincre les gens. Ils le savent. Une élection compétitive dans ce pays ne gagneront pas. Mais Guy Benoît de Victor, on voit les ministres qui participent à cette initiative de 30 jours, qui sont d'accord et qui disent que le bilan est positif, mais à vous entendre parler que aucun Congolais n'y prête guère sur les résultats et les bilans de ce quinquennat. Guy Benoît de Victor. Ouais, merci beaucoup, madame. Vous savez, j'ai trop péroré sur ça
je vais encore y revenir. Parce que je me dis, ce ministre s'adresse à qui? 30 jours pour convaincre. Mon jeune frère Ibarra vient de le dire. Moi, je me demande, on s'adresse à qui? Avec le groupe français qui sort là, on s'adresse à qui? Entre les intellectuels dans ce pays, là, 342 000 km², avec 6 millions ou 7 millions d'habitants, entre les intellectuels et les Congolais lambda, lesquels sont plus nombreux? Lesquels sont plus nombreux? Madame? C'est à vous de répondre. Ah non, je joue le même rôle. Ah, mais moi, je pose Mais la vous question, êtes congolaise, non? je vous pose la Oui, mais question. vous êtes congolaise. Moi, je crois qu'entre les intellectuels et les Congolais lambda sont plus nombreux que les intellectuels. Oui ou non? Bon, quand on vient devant les caméras, on a recensé quelques jeunes gens à qui on a donné 5 000 francs. À qui? À la cause. Parce que c'est quand même la GA qui a organisé. Ces jeunes gens-là font partie de la GA. On donne 5 000 francs à chacun. Bon, le ministre est seul. On lui donne seulement on lui permet de s'exprimer, on lui pose une question. Et lui, il développe. Bon, il développe en français. Est-ce que le peuple suit ça? Et si on est sûr qu'on a travaillé, ma soeur, ma consoeur, c'est pas sur le terrain qu'on constate ça? C'est sur le terrain. On n'a pas besoin de la grandiloquence pour être convaincu. Parce que nombreux, il n'y a pas d'électricité. Combien suivent la télé là? Il n'y a pas d'électricité là. Combien suivent les débats là? 1, 2. Mais la meilleure façon, le Premier ministre nous a dit, condensé le programme du chef de l'État en 12 batailles. 12 batailles. Bon, on va bataille par bataille. Bataille par bataille. Quelle est la bataille qu'il a remportée? Quelle est la bataille parmi les 12? Moi, je peux vous les citer. Hein. Je les cite pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train de faire le procès doux. On ne fait pas le procès. Mais on veut bien savoir quelle est la bataille. Regardez parmi les 12. Essayez de résumer le tout. Oui, mais je viens, j'en arrive. Parce que ce débat-là... Ils ont remporté la deuxième bataille. Ah. La bataille de la prédation. Ah, vous voyez? On y va. La bataille politique, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fait la bataille électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Il parle de ceci. Les 12 batailles du président de la République. 1. Bataille de la santé. Sur le plan de la santé, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est les 12 hôpitaux là. Est-ce que l'offre de santé, c'est le bâtisse? Est-ce que c'est le bâtiment qui soigne? Sur les 2 hôpitaux construits là, quelle est l'offre de santé? Quelle est l'offre de santé? Aujourd'hui, nous parlons là, tous les hôpitaux sont comment? En grève. Échec ou de victoire. Mais lesquels vont en grève? C'est pas les malades. Mais c'est ceux pour lesquels on a construit l'hôpital là. Ce sont ceux-là qui sont allés en grève. Si les soignants ne sont pas traités, ne sont pas payés, est-ce qu'ils peuvent s'occuper des populations? Avançons, Bon, Benoît. ça c'est la bataille de la santé. La bataille de l'économie. C'est pas parce qu'on parle de 70% de PIB, mon vieux. Mon vieux. Quand on en parle de l'économie, vous avez parlé des chiffres. Parce que vous pensez que le peuple mange les chiffres. Le peuple mange quoi alors? Mais attends, le peuple a besoin de manger le pain, le manioc, le poisson. Tout cela se nourrit. Le peuple veut se nourrir. Le peuple veut se soigner. Le peuple veut que son enfant aille à l'école dans les meilleures conditions. Et l'école moins chère, pas l'école chère. Vous voyez? Bataille de l'économie, bataille de la politique sociale, automatiser les pensions, réglementer l'exercice de droit de grève dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Dites-moi, bon, la bataille de la société, est-ce que les pensions sont automatisées? 52 mois. Je me gêne de me mettre à la place des hommes politiques, alors que je ne suis que chroniqueur, analyste. Donc je ne fais que décrypter ce que j'ai reçu du Premier ministre comme bataille. La bataille de la culture et des arts, encadrer, valoriser et développer la culture et des arts et promouvoir les talents. Bon. Échec à l'UNESCO. Bon, l'UNESCO a eu quoi? Échec à l'UNESCO. Ne pèse pas mon aujourd'hui à quoi? Bon, les artistes congolais, il y a quoi? Vous voyez? Zéro cao. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore? Et on a dit quoi? La bataille de l'environnement, restaurer et préserver les écosystèmes, gérer durablement. Bon, il y a eu quoi? Donc, palpablement. Les Chinois sont en train de polluer. Bon, allez à Pointe-Noire, les gens pleurent. Allez dans le nord du pays là-bas, les gens pleurent. Bon, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on a fait là? La bataille de la décentralisation. Bon, monsieur le conseiller municipal est là, dites-moi. La décentralisation chez moi, ça marche. On ne vous paye même pas. Il nous en parle, lui, il peut nous en parler. S'il y a eu victoire sur ce terrain. Bon, on parle. La bataille de la démocratie. Bon, voilà.
on en pleure. Hein? Il y en a qui se retirent là, parce que le jeu n'est pas démocratique. Hein? Mais voilà, il n'y a pas le débat contradictoire là. C'est la bataille de la démocratie. Pour cela, on voulait créer un haut commissariat à la réforme de la gouvernance électorale. La gouvernance électorale a été réformée. 5 ans après. Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller. Toi qui es candidat. Voilà. Mais c'est ça le problème. Bon, la bataille pour une diplomatie ambitieuse. Ah, bon. L'échec cuisant, on a eu tout dernièrement là-dedans. Hein? Avec. Et il y a un autre compatriote. Il y a un autre compatriote qui est candidat. Monsieur Mambandi, je crois. Ouais, le truc de. On est en train de dire que là, on est en train d'aller vers un échec là. On va la bataille. faites un peu vite. La bataille de la diversification. Dieu seul le sait. Qu'est-ce qu'on a diversifié dans ce pays? Bon, la bataille de la paix et de la sécurité. Dieu seul le sait en ce moment. Est-ce qu'on parle de paix ou de guerre dans ce pays? Bon, Dieu seul le sait. La bataille de la jeunesse. Bon, moi j'en rien. Je ne peux pas parler. La jeunesse. C'est pas celle qui meurt à minuit là pour aller chercher le travail. Pour se faire embaucher par la rue. C'est pas ça. C'est la bataille, c'était ça là. Bien. La bataille de la bonne gouvernance. Les bras m'en tombent. Et là, les bras m'en tombent. Jusqu'où? La 12e bataille, c'est la bataille de la bonne gouvernance. Bon, dites-moi, est-ce qu'il y a la bonne gouvernance? La restauration de l'autorité de l'État. Est-ce que c'est assuré? Est-ce que, moi, peut-être que vous avez posé la question de savoir sur la césarienne et tout. Il a dit, il donne la faute aux sages-femmes et aux matrones qui font accoucher là-bas. Si elles ne font pas, qu'est-ce que le ministre va faire? Vous voyez? Mais si la sage-femme est commandée et que les ordres sont bien établis, elle peut enfreindre la loi et puis on la laisse. Vous voyez? Je ne prends que les 12 batailles sur tout ce que le président nous a déjà proposé comme programme de société dans ce pays. Je ne prends que les 12 batailles. Je me dis, sur quelle bataille on a remporté une victoire? Qui est palpable? Je prends un exemple là. Bon, on fait l'agriculture par-ci, par-là dans le pays là. Les appels, les ceci. Bon, vous allez au marché, non? Le manioc coûte combien? Le foufou coûte combien? Le sac de foufou. Je viens d'en acheter là à 40 pays. Vous voyez? C'est quelle bataille? Alors que tous les jours à la télévision, nous voyons le ministre Ngoubo. Oui, il a la volonté de faire, mais il danse avec les tubercules. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? Rien. Bon, la pêche. Est-ce que vous mangez ici le poisson qui est produit ici? Alors que le président nous a dit dans ce pays, ce qu'ils font là, il ne faut pas qu'ils oublient que le président là est là depuis longtemps et c'était un visionnaire. Il a dit, ne faites pas boire l'eau de mer au peuple en lui faisant croire que c'est de la limonade. C'est lui qui l'avait dit. Bon, quand ils disent que la bataille, comment tu appelles ça, le bilan est largement positif. N'est-ce pas qu'il veut nous faire boire l'Ibuka? Hein? Ce n'est plus la limonade, c'est maintenant... Non, il nous faut boire l'eau de mer en lui faisant croire que c'est de la limonade. Mais c'est pas normal. On ne peut pas aider un leader comme ça. Il faut être honnête avec un leader pour savoir, là on a échoué. Moi je dis, au bas mot, les gens devraient être un peu humbles. Pour dire qu'on a échoué, on va faire des efforts comme il a l'habitude de dire, le gouvernement est en train de travailler. Moi je sais que cette opération, c'est pour permettre aux uns et aux autres de s'assurer. Ils s'assurent leur place. Les plus courageux viennent. Mais je veux que tout le monde ne viendra pas. Je veux te citer aussi autre chose. L'électricité aussi, c'est la bataille, on a gagné. L'eau aussi, on a gagné. C'est vrai, ça, on a gagné. La construction, les municipalités, avec les municipalités accélérées, on a gagné les batailles là. Merci Guy Benoît, voilà. conseiller avec votre regard en tant qu'élu local, hein, pas seulement du département de la commune d'Infondo, mais avec l'œil d'un conseiller ou d'un élu local. Est-ce que vous pensez concrètement que le gouvernement a-t-il remporté, comment on appelle son quinquennat à travers son bilan? Bon, depuis que j'ai commencé à voter, je pense que c'est le quinquennat le plus nul du président Sassou. Ah, mais le mot est trop fort. Hein? Oui, je pense que c'est le quinquennat le plus nul où on a pratiquement rien fait. Parce que, madame, moi je rigole même de 2017, de 2016 à 2021, c'était quand même mieux. Mais cette fois-ci, c'est gravissime. Vous voyez, toutes les institutions sont en grève, on n'arrive pas à payer les gens. Vous parlez de la décentralisation ne fonctionne pas, nous ne tenons pas les décisions. Vous avez des agents locaux qui sont au sein des institutions locales, ils ne sont pas payés. Guy Benoît de Victor vous a dit ici que vous allez dans les hôpitaux, ça ne fonctionne pas. Vous allez dans la Licola, chez moi, il y a quasiment plus d'hôpitaux. Je viens de Ouesso, l'hôpital général qu'on venait d'inaugurer, il n'y a pas le plateau technique.
Ce ne sont que des bâtiments. Je suis rentré à l'intérieur. Il n'y a pas de plateau technique. Donc, ils n'ont reçu je ne sais pas quel est le secteur où je peux aujourd'hui vous dire que honnêtement, ici, ils ont reçu. Non. Et l'eau, le courant, il n'y a rien dans le pays. Aujourd'hui, ils ont érigé la corruption au système de gestion, parce que quand on parle même de la bonne gouvernance, mais quelle est la bonne gouvernance qu'on fait allusion? Tout ça, c'est parce que il y a l'absence du patriotisme. On n'aime plus le pays, on essaie de privilégier nos propres intérêts au détriment de l'intérêt général. Mais il y a beaucoup à faire. Parce que, au-delà de tout, la responsabilité incombe au président de la République, parce que c'est lui le visionnaire. C'est lui le dirigeant. C'est même pas le gouvernement. Mais le système tourne autour du président de la République. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et ce genre de système, vous voulez maintenir ce même système. C'est là où je dis que nous aussi, nous qui sommes à l'opposition, nous avons une responsabilité dans le sens où il faut combattre ce système-là, mais malheureusement, on ne le fait pas. Nous arrivons presque à la fin de notre débat de ce soir. Une dernière question pour vous tous, cher monsieur. Dans ce contexte de déséquilibre politique apparent, quel doit être le rôle prioritaire des médias pour garantir la tenue du scrutin apaisé? Je commence avec vous, Guy Benoît, vu que vous êtes un confrère journaliste. Ah ben évidemment, moi je suis pour l'indépendance totale du Conseil supérieur de la liberté de communication. Je suis pour l'indépendance, je ne suis pas pour la désignation des membres du Conseil supérieur par les politiques. Parce que tout le conseil là est désigné par les institutions politiques. Et il ne peut pas y avoir l'indépendance. Et si c'est cela, il faudrait qu'au niveau des médias d'État, il faut qu'on nomme les gens sur la base des candidatures. La corporation choisit le leader qui est capable d'aider le média. Comme ça, on va mettre en place la démocratie. Sinon, la démocratie ne décollera jamais. Moi, j'ai été nommé par le ministre. Comment je peux amener les opposants venir réunir le gouvernement? Vous voyez, j'ai peur comme on relève. Et ça, on a vu, nous sommes le 4e pouvoir, mais c'est nous qui devons faire instaurer la démocratie, amener sur nos plateaux les contradicteurs, les acteurs de l'opposition, la société civile, du pouvoir. On organise des plateaux, des débats. Or, nous n'en organisons pas. Et quand nous n'en organisons pas, nous prenons fait et cause pour le parti, ce n'est pas normal. En tant que professionnel, il faut que le professionnel soit d'abord libre de sa conscience. Il est libre d'adhérer à son parti, mais quand il vient sur le plateau, il ne joue plus le rôle d'homme politique. Il est à la tâche pour servir la nation. Vous voyez, il peut servir la nation. Mais tant que les journalistes ne font pas le travail, tant que les journalistes, chaque journaliste qui veut creuser le sujet veut en faire un ami. On peut même, quand on nous pose la question, c'est pour localiser dans le sens du poil, permettre de nous de s'exprimer. Bon, personne ne peut poser la question que le peuple se pose dans la rue. Pourquoi on ne pose pas les questions que le peuple... La rue la parle. Mais les journalistes la entendent. Les journalistes entendent. Mais pourquoi il n'en faut pas écho? Alors que le président lui-même qui gère, il demande aux journalistes de critiquer ceux qui le méritent. Bon, nous on a honte. Est-ce on devrait qu'informer? Ce métier-là, on devrait qu'informer. Mais nous pouvons aussi faire des enquêtes, non? Mais il y a plusieurs genres, non? Il y a plusieurs genres. Pourquoi on ne les met pas en valeur? Pourquoi il n'y a que quelques chaînes privées qui font que notre démocratie vive un peu? Pourquoi les chaînes nationales ne font pas ça? Donc moi, je crois que la presse a un grand rôle à jouer. La presse a un grand rôle à jouer. Oui, parfois, autour des élections comme ça, le Conseil suprême arrive, détermine le nombre d'heures de passage, mais entre-temps, les opposants n'y arrivent pas. Bon, entre-temps, quand on organise, on ne peut pas amener celui-là, il est trop cassé, qui risque de dire n'importe quoi. Nous autres, là, bon, parfois, nos propos sont saucissonnés par certains médias qui sont orientés. Bon, nous, on ne le fait pas pour apporter notre vision politique, mais c'est juste pour faire le métier. Les gens, ce que nous disons là, il y en a les gens qui sont allergiques à ça parce qu'ils ne sont pas habitués aux propos des journalistes libres. Parce que la plupart des politiques sont habitués au communisme, les journalistes propagandistes. Non, journalistes propagandistes, mon vieux. Parfois, on fait le procès aussi à mon jeune confrère Fortuna ici, qui doit faire la propagande de YZ. Bon, alors qu'il veut bien faire le métier. Ils sont nombreux comme ça. Donc, moi, je crois que la démocratie, pour qu'elle marche ici, c'est les médias. Il faut que les médias reprennent de l'autorité.
si les médias sont dans leur rôle de quatrième pouvoir, la démocratie va s'installer. Parce que là, je vous dis que le pays, il est en train de battre de l'aile. Merci bien Guy Benoît de Victor. Peut-on espérer cette année de véritables débats contradictoires entre candidats sur nos antennes? Est-ce que selon vous, une condition sine qua non pour la crédibilité de l'élection? Guy Benoît de Victor et docteur, excusez, vu que vous êtes politologue, est-ce que aujourd'hui on va assister à des débats contradictoires entre candidats sur les plateaux d'antenne? Bien. Il faut commencer par dire que on ne peut pas concevoir une démocratie sans médias. Les médias, ce sont des éléments, des instruments de promotion, d'accompagnement et de valorisation de la démocratie. Mais vous savez que le quinquennat finissant, c'était un quinquennat de la domestication des médias. On a domestiqué les médias. Excusez-moi, demain, je vais prendre le train à la gare. C'est par là que les médias ont été domestiqués. Vous avez vu des rencontres. Pourquoi vous nous traitez ainsi? Mais c'est clair. Mais vous voyez, regardez de 2016 à 2021 le travail des médias. Moi, j'ai vu comment les journalistes posaient des questions à Mwamba. Parlez-nous de 14 000 milliards. On en a vu. Mais en 2021, aux alentours de la gare, les médias ont été domestiqués. Des rencontres où on parlait, je ne sais pas, de café, de presse, je ne sais pas trop, à la fin, c'est les ordinateurs qu'on donne par ici, par là. Et puis, on crée les effets. Il y a un conditionnement psychologique. Vous allez voir, les médias aujourd'hui ne jouent pas leur rôle. C'est les médias qui sont à la charge du pouvoir, sur quelques entités du pouvoir. Très peu, c'est des médias où nous venons ici, on fait des, par exemple, sur les plateaux comme Tcheleka, mais ceux qui tiennent le flambeau ici, c'est pas les médias, c'est pas les journalistes. C'est des analystes, c'est des personnalités, c'est des individus. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être mis dans des sacs comme on a mis les médias. Donc, en réalité, la responsabilité du journaliste est engagée. Arrêtez de faire ce que vous faites. Vous êtes les journalistes, c'est les journalistes qui sont pro-tel. Ça, c'est les journalistes de tel. Même quand vous partez au conférence de presse, nous le savons, on vous rédige, laissez-moi continuer. Je sais que ça ne vous arrange pas. Je sais que ça ne vous arrange pas. Laissez-moi continuer. On vous rédige la question, on dit poser cette question. Il y a ce temps dit non, lui ne vient pas parce qu'il est ceci. On le sait. Donc ici, là, on va mettre votre objectivité en jeu. Le débat contradictoire, appeler initier, n'ayez pas peur. Comme disait le ministre Nchilou, n'ayez pas peur, la démocratie finira par s'imposer. Initiez les débats, écrivez aux candidats du PCT et aux candidats de tel parti que nous voulons que vous ayez un débat contradictoire, mettez les acteurs de faire partie, pourquoi pas ici? Mais que parce que les journalistes, vous n'osez pas. Osez appeler les candidats. Appelez le secrétaire général du PCT, appelez le secrétaire général de, je sais pas, de Yuki, et le secrétaire général de tel parti. Vous débattez et les candidats, il faut que les candidats viennent nous expliquer eux-mêmes. Chaque candidat doit nous expliquer son projet, c'est d'abord son projet. Pas question d'envoyer les ventriloques qui viendront et puis on ne sait pas ce qu'il va dire, le président va dire, moi c'est pas moi qui... Non. Et si les médias ne jouent pas leur rôle, vous êtes attendus, les opérateurs de médias, vous êtes attendus. Il faudrait que cette fois-ci, cette élection, qu'il y ait des candidats qui vont débattre des projets. Nous jouons maintenant le rôle de l'opposant, de ceci. Non, ils viennent débattre entre les acteurs politiques. Regardez au Cameroun. Vous avez les leaders des partis ou bien des acteurs politiques et à côté, vous avez les universitaires qui accompagnent le débat. Mais ça ne se fait pas. Ici, c'est les débats sont uniques. Bon, on présente certaines personnes comme le pharaon qui ne peut pas débattre avec les autres qui sont plus bas que lui. Non. La démocratie, c'est d'abord le débat public. C'est parmi les exigences, les critères de la démocratie. C'est le débat public, c'est le débat contradictoire. Maintenant, attendez de voir. Je ne sais pas combien de temps on a donné aux candidats. Est-ce que ça sera fixé pendant la campagne électorale? Mais moi, je souhaiterais que Tcheleka Média, comme vous sortez de l'eau, comme on émerge de l'eau, essayez un peu de vous émerger de l'eau, convoquez les candidats, envoyez les invitations pour que les débats soient contradictoires entre les acteurs politiques, projet contre projet. Si vous le faites, vous réussirez à rehausser
l'image des médias qui est complètement à terre. Et puis si vous recevez les ordinateurs, accompagnés des enveloppes, je ne sais pas s'il y a combien à l'intérieur, je ne sais pas. Mais de toute manière, c'est connu. Là, vous partez les cafés de je ne sais pas quoi là-bas. Merci bien, docteur conseiller. Est-ce que vous attendez, vous en tant qu'élu local, à voir des candidats de chaque parti politique de venir défendre leur projet de société sur les plateaux des médias? Ben, bien sûr, mais avant de répondre à cette question, je pense que la presse a un rôle très important pour le développement de notre démocratie. Mais moi, j'analyse souvent cette question en deux sens. Notre presse est à l'image de notre pays, à l'image de notre démocratie, parce que c'est une question qui est purement systémique. Aujourd'hui, vous avez une presse qui n'est pas vraiment libre. Non seulement libre du point de vue du fonctionnement, mais aussi du point de vue financier. Parce qu'aujourd'hui, pour faire avancer la presse, il faut avoir les moyens. Parfois, je comprends l'attitude de nos journalistes. Tout le monde veut gagner sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on dit que peut-être c'est le métier où c'est difficile pour un acteur de gagner sa vie. Du coup, les gens sont dans l'obligation de faire parfois les promotions individuelles pour se retrouver, pour gagner leur vie. Mais le média doit jouer le rôle d'éclairer l'opinion nationale sur des questions de la nation. Une fois ici sur le plateau de Tcheleka Média, je vous ai dit qu'il faut nous organiser des débats contradictoires. Il ne faut pas que les débats puissent être élitistes tels que nous le faisons, mais il faut qu'il y ait aussi des débats en lingala, des débats en kituba, des débats contradictoires, bien sûr, pour informer la population, parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, les gens suivent Tcheleka Média. Mais il faut qu'on ait des émissions en lingala où nous allons expliquer à la population comment on gère le pays, comment ça se passe. Vous allez voir que les choses vont avancer, parce que les émissions que nous suivons, lorsque nous positionnons ça même sur TikTok, quand nous allons à l'intérieur du pays, ah, mais distingué, on vous a suivi sur Tcheleka Média. Voilà. Donc, si c'est en lingala, les gens vont s'instruire, ils vont comprendre comment les enjeux fonctionnent. Mais je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur sur le fonctionnement des médias. Je sais que c'est difficile. L'image de la presse, c'est comme l'image de l'opposition. C'est la même chose partout. Nous avons tous les mêmes difficultés. Parfois, si vous êtes extrêmement libre, on va vous incarcérer, on va chercher à organiser un procès contre vous, ainsi de suite. C'est parce que nous sommes dans un système autoritaire. Mais battons-nous pour que demain, chacun de nous, de son côté, essaie de contribuer tant soit peu à l'évolution de notre démocratie. Mais il faut que nous soyons tout simplement courageux. Guy Benoît de Victor, comment le journaliste peut-il informer et donner la parole à tout sans être taxé de parti pris dans un climat aussi sensible? C'est vrai que le métier de journaliste exige l'objectivité. L'objectivité. Il faut être objectif. L'impartialité. Il faut être impartial. Il faut être précis et concis. En ce moment-là, on s'écarte de beaucoup de préjugés. Mais il faut aussi exercer ce métier d'une manière désintéressée. Si vous le faites pour vous attendre à quelque chose, vous ferez quoi? Vous serez obligé d'être comme un atalakou. Vous êtes en train de poser des questions, de belles questions, monsieur le conseiller, pour que lui, il s'exprime bien et puis après, il met la main dans la poche. Donc je crois que le journaliste doit savoir que pour exercer ce métier, il faut être d'abord objectif. Il faut être impartial. Nous notons le fait que dans le cœur, on peut avoir des penchants. Mais quand on est devant le micro, on doit savoir ce que l'on vise. Je reçois monsieur Ebarapéa, pourquoi? En tant que qui? Mais je lui pose des questions par rapport à ça. Parce que si c'est un acteur politique, j'entends ce que les gens disent. Je lui pose la question. Ça, ce n'est pas moi. Les réponses, c'est lui qui donne. Ça n'engage que lui. Or, ici, même le journaliste qui pose la question, on veut même la battre. Bon, comme s'il ne devait pas poser. Mais son rôle, c'est de poser des questions, non? On a vu dans ce pays-là des journalistes, même ici, ceux qui ont posé des questions, bon, on le vit parce qu'il a posé telle question à tel ministre, parce que le ministre ne sait pas en sortir, ne sait pas bien sortir. Mais est-ce que c'est le rôle du journaliste? Mais parce qu'on ne peut pas filtrer les questions. Nombreux ici attendent avant de les recevoir, avant de venir, il faut leur envoyer les questions avant. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Mais il y a aussi les répliques qui arrivent. Mais il y a aussi les rebondissements par rapport à vos réponses. Donc, je crois qu'il faut que les journalistes, d'abord eux-mêmes, soient courageux, sachent ce qu'ils veulent dans la vie. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Ils sachent que je suis objectif, je suis impartial, je n'ai pas de région, je n'ai pas de département, je n'ai pas de parti quand je suis devant le micro.
Dernier tour de table, messieurs, pour conclure d'un mot, selon vous, quel sera le facteur principal qui fera que les résultats de mars 2026 seront acceptés par tous ou au contraire contestés? Docteur. Bien. Vous savez, la scène politique, c'est une scène où rien n'est prévisible, surtout en matière électorale. Nous avons encore 2 mois ou 1 mois et demi. Rien n'est vraiment prévisible. Mais si l'on s'en tient à l'expérience du passé, c'est-à-dire de l'élection la plus récente, de 2021, où nous avons vu l'acteur principal, enfin, le candidat principal de l'opposition, celui qui présentait plus de ressources, qui a malheureusement trouvé la mort avant l'élection. Nous avons vu qu'en face, il n'y avait pas un autre candidat qui pouvait faire du poids face à la machine présidentielle qui est jusqu'ici est présente. Bien, on a entendu la candidature de certaines personnalités comme le révérend Pasteur Antoumi, et avec ce qui vient de se passer dans le pool, je ne sais pas si lui sera candidat ou pas. S'il n'est pas candidat, sous réserve de ce que certains candidats ne se sont pas encore prononcés. Sinon, si nous voyons les candidats qui sont déjà là, qui ont déclaré leur candidature, je ne vois pas quel est ce candidat qui pourra bousculer la machine du PCT et puis contester les élections jusqu'à emmener le pays vers un chaos ou bien vers un système mal maîtrisé. Donc, de mon point de vue, attendons de voir, c'est quand même trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais je pense que en l'état actuel des choses, il est quand même difficile de prévoir des turbulences politiques après les résultats de cette élection. En l'état actuel des choses. Maintenant, nous allons le voir, surtout avec la campagne électorale, ça va nous donner quand même les indices de ce que sera l'élection présidentielle. Sinon, je ne vois pas. Conseiller? Bon, c'est difficile de prévoir l'avenir. Moi, je pense que on aura une élection qui aura des enjeux. Moi, je peux vous dire déjà que au niveau de notre parti politique, la chaîne, nous sommes en train de nous organiser pour voir comment nous pouvons avoir aussi un candidat à cette élection. Ça peut être le président Kinyombe ou quelqu'un d'autre, nous allons voir. Et au niveau de notre convention nationale que nous allons organiser d'ici peu, nous choisirons un candidat, parce que le rôle aussi d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir malgré les difficultés, parce que il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Nous savons qu'il y a des difficultés dans le processus électoral, mais ça ne va pas nous empêcher, malgré le minimum des moyens que nous pouvons avoir, nous allons à cette élection et nous allons demander au peuple de nous faire confiance. Si la population peut faire confiance, tant mieux. Et le reste, on va attendre la nature, voir les institutions organisationnelles décider sur ce processus électoral. Mais le souhait, c'est qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sécurité dans le pays, pas trop de troubles, et que nous essayons de débattre sur les idées, parce que la politique, c'est d'abord un combat d'idées. Vous venez avec un projet de société, moi également je viens avec un projet de société, et que nous débattons sur les projets. Et nous souhaitons bien que la presse organise ce genre de débat, parce que il y a certains de nos frères qui sont au pouvoir, qui pensent que le fait qu'ils sont de l'autre côté, ils deviennent supérieurs aux autres, alors que si vous rentrez dans le fond, il n'y a rien parfois du point de vue du fondement politique, il n'y a rien, mais parce qu'ils se disent il occupe une fonction donnée, il peut pas. Je me rappelle, faut illustrer, pendant le débat sur notre conférence de presse en décembre 2025, il y a eu un monsieur qui est conseiller municipal et départemental comme moi, qui a réagi au propos du président de la chaîne, et on a sollicité un débat contradictoire à Radio Congo.
Et le monsieur, il pense il est conseiller, on a le même statut politique, mais le fait qu'il occupe une fonction au niveau du parti congolais, il pense qu'il peut pas débattre. Mais alors que lorsque vous analysez les propos, mais le fond, même intellectuellement, parfois, ça vaut pas. D'où il faut qu'on arrête avec ce complexe de supériorité qui n'a pas de sens, que nous débattons parce que nous sommes des acteurs politiques. Nous allons faire des débats contradictoires pour voir, et le peuple jugera sur nos idées. Il faut pas que ce soit le combat où on distribue les t-shirts, les 5000 francs pour que le peuple vote. C'est dans ce contexte-là, les choses ne vont pas avancer du point de vue démocratique. Guy Benoît de Victor, on va clore avec vous. À propos de selon vous, quel sera le facteur principal qui fera que ces résultats de mars 2026 plutôt seront acceptés ou pas? Bien, merci beaucoup. Moi, je rejoins Ibarapéa qui a dit en politique, rien ne s'ajuste comme un gant. Rien. C'est un membre de l'imprévisibilité. Et même, je peux encore vous dire, même la tenue de ces élections-là, rien ne garantit qu'on va les tenir. On peut tenir, rien ne garantit. Donc, on peut ou ne pas tenir. Parce que, imaginez-vous, avec tout ce que nous avions comme tension maintenant là, est-ce que si on organise des élections, tout le monde va aller dans tous les départements? Est-ce qu'on pourra? Donc, moi, je me dis, en politique, les politiques sont imprévisibles. On peut nous dire aussi qu'on reproche, on repousse. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est trop tôt, ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas préparés. Mais le président aussi peut avoir écouté ça. Et il décide, bon, on ajoute, on repousse. C'est possible en politique. Donc, moi, je veux parler comme les Anglais, wait and see. Que mars arrive et puis on va voir ce qui va arriver. Comment est-ce qu'on va les organiser? Ceux qui s'engagent et puis on verra. Sinon, s'il n'y a pas de vrais acteurs en face du candidat du pouvoir, je ne vois pas la contestation venant de qui? Qui osera? Qui osera même? Qui osera? Bon, voilà. Qui? Donc, moi, je me dis que, bon, on va voir. Voyons venir l'avenir. Voyons venir l'avenir. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Avec vous, ce soir, nous avons parlé des enjeux de l'élection présidentielle de mars 2026 en partant des préparatifs techniques de la reconfiguration de l'opposition et des défis médiatiques de ce scrutin. Merci d'être passé sur le plateau du Dictionnaire politique. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci à vous.